Les énergies renouvelables, depuis qu'on sait qu'on a un problème avec les énergies fossiles, sont des énergies qui font beaucoup rêver. Et elles font beaucoup rêver pour une raison assez simple, c'est que quand on regarde le potentiel d'énergie renouvelable, enfin la quantité d'énergie renouvelable disponible sur Terre, on a affaire à des ordres de grandeur qui sont extrêmement importants et considérablement supérieurs à la quantité d'énergie utilisée par les hommes. En particulier, un des ordres de grandeur qu'il est assez facile de calculer, c'est que l'énergie solaire qui arrive au sommet de l'atmosphère tous les ans, donc avant réflexion par les nuages, les déserts, etc., c'est 10 000 fois la quantité d'énergie consommée par les hommes au titre avec le gaz, pétrole, charbon, etc. Donc ce facteur 10 000 fait rêver énormément de gens. Ils disent, ah, 10 000 fois, rendez-vous compte. Donc du coup, ça va être très facile de remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Et en particulier par du soleil. Alors ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, c'est pas si simple que ça, parce que les énergies renouvelables abondantes sont aussi souvent des énergies renouvelables diffuses. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit au cours du premier cours, exploiter de l'énergie, pour les hommes, c'est l'extraire de l'environnement là où elle se trouve déjà et la mettre dans un convertisseur. Or, pour extraire de l'environnement une énergie qui est très diffuse et de basse qualité, entre guillemets, c'est extrêmement difficile. Alors, il y a une énergie qui n'est pas renouvelable, mais qui est également disponible en quantité quasi illimitée. C'est le rayonnement à 3 Kelvin de l'univers. C'est la source d'énergie la plus considérable que vous puissiez regarder, et c'est celle dont on ne fera jamais rien. Donc le fait que vous ayez une très grande quantité d'énergie disponible en théorie est quelque chose qui ne vous donne pas nécessairement la facilité qu'il va y avoir à s'en servir en grande quantité pour remplacer les énergies fossiles qui sont, elles, particulièrement denses et commodes d'emploi. Vous vous rappelez de ce graphique que je vous avais montré sur la quantité d'énergie utilisée par les hommes depuis 1 siècle et demi. Alors cette fois-ci, j'en ai extrait juste la partie renouvelable. Donc ça, c'est la partie énergie renouvelable dans le graphique que je vous ai montré au premier cours avec la quantité totale d'énergie utilisée par les hommes. Ce que vous voyez, c'est qu'en quantité totale, les hommes utilisent depuis longtemps de la biomasse, qui reste aujourd'hui encore la première énergie entre guillemets renouvelable, parce qu'on va voir que c'est une appellation qui se discute pour la biomasse. Et puis, se sont rajoutés 4 types d'énergie renouvelable qui sont essentiellement, qui sont purement électriques. L'hydroélectricité, qui constitue aujourd'hui le gros de l'énergie d'origine renouvelable non biomasse. Et puis, plus récemment, comme vous pouvez le constater ici, l'éolien, le solaire et biogaz et géothermie. Alors, biogaz et géothermie sont dans une même catégorie dans les statistiques. Tout à l'heure, je vous montrerai une tentative de discrimination des œufs en ordre de grandeur. Ce que vous voyez, c'est que ça, c'est très récent, et même à l'échelle des énergies renouvelables, ce n'est pas encore très important. Hein. Donc, quand vous voyez les énergies renouvelables, l'image d'Épinal qu'on devrait vous coller au-dessus, ce n'est pas du tout une éolienne ou un panneau solaire, ça serait normalement une forêt ou un barrage. Hein, si on était cohérent entre la réalité d'aujourd'hui et qu'est-ce que je veux dire, et les illustrations qu'on en fait. Alors ça, c'est à l'échelle des hommes dans leur ensemble. Si je regarde à l'échelle d'un individu, donc pas de l'humanité, ce que vous voyez, c'est que la quantité d'énergie renouvelable utilisée par personne sur Terre, elle, a plutôt eu tendance à baisser un peu depuis 1 siècle et demi. Alors la biomasse a beaucoup baissé. Par contre, les 2 autres, évidemment, ont augmenté. Là, je n'ai pas discriminé les nouvelles énergies renouvelables que vous voyez ici. Alors la biomasse, dans cette histoire, je vous disais, elle est comptée comme énergie renouvelable alors que ça se discute. Ça se discute parce qu'une partie de la biomasse correspond à ce type de processus. Vous avez ici, alors même si c'est un peu difficile à distinguer, le nord de l'Europe, donc là vous avez la péninsule danoise, là la Baltique, donc là le nord de l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Et vous voyez dans cette partie nord de l'Europe à quoi ressemblait la couverture forestière en gros il y a 1000 ans, et à quoi elle ressemble aujourd'hui. Vous constatez qu'il y a eu une déforestation extrêmement importante. En fait, il y a 1000 ans, 80% de l'Europe du Nord était recouverte de forêts. À l'époque d'Astérix, vous savez très bien que le petit village était entouré de forêts, hein, que ça. Avec la croissance de la population, les hommes ont défriché une quantité croissante de forêts. Et le bois, en général, quand il est coupé, il est brûlé. Alors, il peut être soit brûlé et laissé sur place, c'est les fameux brûlis, soit il est emporté ailleurs pour servir de bois de feu au moment où il est coupé.
Et s'il est emporté ailleurs pour servir de bois de feu, un certain nombre de gens ont envie de mettre ça dans la catégorie énergie renouvelable. Sauf que si c'est de l'énergie renouvelable qui correspond, enfin si c'est du bois qui correspond à de la déforestation, normalement, ça ne doit pas rentrer dans la catégorie énergie renouvelable, ça doit rentrer dans la catégorie déforestation, parce que la déforestation n'est pas tellement renouvelable. Et dans les courbes que je vous ai montrées juste avant, donc celle-là et celle-là, en fait, il n'est pas fait de distinction entre la biomasse renouvelable et la biomasse pas renouvelable. Alors vous verrez un peu plus tard les statistiques pour la France. Aujourd'hui, la superficie forestière française est plutôt stable ou en légère croissance. Donc en France, le bois qu'on utilise peut être considéré comme renouvelable. Mais même là, vous verrez que c'est pas simple d'avoir des chiffres. Enfin non, vous verrez pas, je vais vous le dire tout de suite. C'est pas simple d'avoir des chiffres parce que le bois, dans toutes les énergies que nous utilisons, est la seule qui soit massivement non commerciale. Le pétrole est massivement une énergie commerciale, c'est-à-dire que des gens qui ont dans le fond de leur jardin un puits de pétrole où ils vont chercher leur pétrole, comme on va chercher de l'eau, qu'ensuite ils distillent dans leur propre alambic, dans leur cave pour alimenter leur voiture, il n'y en a quand même pas beaucoup. Des gens qui ont leur propre mine de charbon dans le fond de leur jardin pour alimenter ensuite leur poêle, il n'y en a pas beaucoup non plus, il y en a déjà un peu plus. Une bonne partie des mines de charbon, par exemple en Chine, sont des mines artisanales et en Chine, vous avez une partie significative du chauffage qui est faite dans des poêles à charbon. Globalement, les énergies fossiles et le nucléaire et l'électricité d'une façon générale sont des énergies commerciales. Et si ce sont des énergies commerciales, ça veut dire qu'il y a un vendeur, donc un sale capitaliste, parfois un sale communiste, qui a aucunement l'intention de vous servir gratuitement, et donc qui met des compteurs partout pour vérifier que vous n'allez pas consommer plus que ce qu'il vous vend. Et du reste, il a très envie de savoir combien il vous vend. Donc vous avez des statistiques qui sont à peu près fiables. Donc dans toutes les énergies commerciales, on arrive à suivre les quantités utilisées parce qu'il y a quelqu'un à qui profite le crime, qui sont d'une part le vendeur et d'autre part l'État, parce que toutes les énergies commerciales font l'objet d'une fiscalité et à partir du moment où vous avez une fiscalité, vous regardez l'assiette de très près. Par exemple, en France, on sait très bien combien on consomme de carburant parce que vous avez une taxe sur les carburants et donc vous avez le corps des instruments de mesure qui vérifient que toutes les pompes à essence sont exactes, etc. Le bois est essentiellement une énergie d'autoconsommation. Alors à part quelques urbains qui installent des poêles à bois et qui achètent du bois à d'autres qui ne le déclarent pas toujours, soit dit en passant, le bois est globalement une énergie d'autoconsommation. Donc là pour le coup vous allez vraiment dans le fond de votre parcelle de bois ramasser quelques stères que vous allez utiliser ensuite pour vous chauffer. C'est une énergie de circuit court par excellence. Et au tropique, c'est également une énergie qui est très importante pour le bois de feu, donc pour faire la cuisine, avec une efficacité déplorable, c'est un des problèmes du reste. Et là, c'est pareil, vous avez ou bien de l'économie informelle, ou bien de l'autoconsommation, et dans les deux cas de figure, beaucoup de difficultés à avoir des statistiques fiables. Alors vous pourriez me dire, oui, mais on peut éventuellement mesurer la quantité de bois qu'on utilise d'une autre façon, par exemple avec des photos satellites, on regarde quelle est la surface couverte par les forêts. Alors même ça, c'est pas simple, parce que quand vous avez des arbres qui sont coupés sur une dans la forêt, et que ça se passe sur une échelle qui est sous la résolution du pixel, vous ne voyez pas. Donc si vous coupez un arbre sur 100 dans une forêt ou un arbre sur 50, vous ne voyez pas ça sur les images satellites. Donc vous pouvez très bien avoir... donc la consommation de bois, j'insiste, est quelque chose qui est estimé. Donc ce que je vous montre là, à la fois sur cette courbe et sur celle-là, parce que c'est les mêmes avec la population qui intervient, ce sont des estimations. C'est beaucoup moins fiable, on a l'ordre de grandeur, mais c'est beaucoup moins fiable, c'est à quelques dizaines de pourcents près seulement. Voilà, donc une partie du bois qu'on utilise, j'insiste là-dessus, c'est de la déforestation et la limite à l'utilisation du bois, j'y reviendrai plus tard, c'est tout simplement la photosynthèse. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en mode renouvelable, utiliser chaque année plus de bois que ce que la photosynthèse vous a fourni. Donc le seuil de renouvellement d'une forêt, c'est l'accroissement annuel, c'est ça qu'on appelle dans le jargon forestier l'accru annuel, c'est l'accroissement annuel de la biomasse résultant de la photosynthèse. Donc tant que vous utilisez ça ou moins, vous êtes en mode renouvelable. Si vous utilisez plus que ça, vous êtes en mode pas renouvelable. Et j'insiste, comme il y a beaucoup de circuits qui sont des circuits non commerciaux ou informels, c'est difficile de savoir exactement combien est-ce que les gens vont piocher dans une forêt dans laquelle ils vont piocher.
Alors je rappelle également une autre chose avec une courbe que je vous avais déjà montrée, celle-là y ressemble. Vous avez ici les trois familles d'énergie que nous utilisons sur Terre aujourd'hui. Donc les énergies renouvelables, les énergies fossiles et l'énergie nucléaire, ou les énergies nucléaires plus exactement. Et ce que vous voyez, c'est que l'énergie renouvelable qui représentait la quasi-totalité du fonctionnement de l'humanité il y a 2 siècles, et même la totalité il y a 3 siècles, eh bien sa part n'a pas cessé de diminuer au cours de l'essor industriel pour tomber à des valeurs très basses qui sont raisonnablement stables depuis. Donc une blague qui m'arrive souvent de faire est de dire un monde 100% renouvelable, je sais très bien à quoi ça correspond, j'ai au moins un point j'ai au moins un point d'échantillonnage où je vois très bien à quoi ça correspond, c'est le monde il y a 3 siècles. Hein, et le monde il y a 3 siècles, c'est 700 millions d'habitants sur Terre, avec une espérance de vie à la naissance légèrement inférieure à 30 ans, et l'essentiel des gens agriculteurs. Donc 100% renouvelable, il y a au moins une situation dans laquelle je sais que ça marche. Maintenant, la question, évidemment, c'est est-ce qu'on a le moindre espoir que ça marche aussi avec une humanité de 8 milliards d'individus qui ont envie d'avoir des baskets pour pas cher livrées par Amazon et de pouvoir aller au cinéma quand ça leur chante et de ne pas se casser le dos toute la journée. Voilà. Et ça, vous allez voir que la réponse, c'est une réponse de Normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, avec probablement un peut-être ben que non qui est un peu plus fort que l'autre. Il y avait une question, oui ? Il y a quelqu'un qui a levé... Non ? Oui, ça vous, c'est pas parce que ça vous grattait sous le bras, non. Non. Ça, c'est parce que j'ai fait ce matin une copie d'écran et c'est la souris, je crois. Vous voyez, je crois. Hein. Ça... Ah non, pardon, je vous dis une connerie. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un artefact. De temps en temps, il y a des oscillations de la courbe. Non, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas significatif. Alors aujourd'hui, les énergies renouvelables, ça représente donc 16% de la quantité d'énergie primaire que nous utilisons, donc celle qu'on extrait de l'environnement. Les chiffres que vous avez là-dessous, je vous rappelle encore une fois qu'il y a primaire et finale pour l'énergie et que pour l'électricité qui est faite avec de la chaleur, il y a une énorme différence entre les deux. Alors pour l'électricité qui n'est pas faite avec de la chaleur, typiquement le vent ou l'hydroélectricité, il y a toujours un éternel débat de savoir si ça doit être compté en équivalent final ou en équivalent primaire. Alors là, c'est compté en équivalent primaire, c'est donc la version la plus favorable possible aux énergies renouvelables purement électriques. Alors, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que le bois, aux dernières nouvelles, parce que l'année dernière, je pensais que c'était 10, maintenant, cette année, j'ai d'autres chiffres qui me disent que c'est 7. Bon, c'est ce que je vous disais, à 30% près. Mettez en ordre de grandeur que c'est un petit 10% de la quantité d'énergie qu'on utilise dans le monde, mais la fraction renouvelable est sûrement pas de 10%. Hein, elle est plus bas. L'hydroélectricité est donc la première des énergies renouvelables hors biomasse que nous consommons. Et vous voyez qu'en équivalent primaire, ça fait à peu près pareil que le bois. En équivalent final, évidemment, ça serait 3 fois moins, enfin 2,58 fois moins. Ensuite arrive le vent. Alors le vent a significativement augmenté ces dernières années, mais vous voyez que ça ne représente encore, avec la convention la plus favorable, qu'un gros 1% de l'énergie primaire. Et par ailleurs, si vous vous rappelez bien de ce que je vous avais montré au premier cours, ça, pendant que le vent augmentait, le charbon a augmenté 5 fois plus vite. Hein. Donc là, je reste dans les énergies renouvelables, évidemment. Après, vous avez les agrocarburants ici, qui vous représentent une fraction de pourcent, et pourtant, les agrocarburants consomment déjà 40% du maïs cultivé aux États-Unis, 40%, pour faire de l'éthanol, sachant que les États-Unis sont le premier producteur de maïs au monde, avec à peu près un tiers de la production mondiale. Hein. Donc si vous faites un tiers de 40%, ça vous fait à peu près, ça vous fait 13, quelque chose, et je vous ai mis 14, parce qu'il y a un peu de maïs qui est utilisé pour faire des agrocarburants ailleurs, y compris en France. En France, vous avez également des agrocarburants qui sont faits avec du maïs, du blé et des betteraves. C'est ce qu'on a coutume d'appeler, j'y reviendrai après, les agrocarburants de première génération. Et enfin, ici, vous avez le solaire photovoltaïque qui représente aussi une fraction de pourcent. Alors même si ça augmente rapidement, ça part de très très bas et c'est une fraction de pourcent de l'énergie mondiale aujourd'hui. Et la question qu'on peut se poser évidemment,
c'est est-ce que ça va continuer à augmenter aussi vite qu'aujourd'hui ou pas, ou est-ce qu'il y a des facteurs limitants qui font que c'est pas sûr que ça continue d'augmenter à cette vitesse. Oui. Les biocarburants, ils sont aujourd'hui, j'ai une partie qui en parle plus tard, vous verrez. Ça alimente des engins de transport, essentiellement. Donc en fait, c'est mélangé à l'essence ou au diesel. C'est incorporé à l'essence et au diesel et servi avec l'essence et le diesel. Par exemple, en France, vous avez une obligation d'incorporation de biocarburants à hauteur de quelques pourcents, je ne me rappelle plus du chiffre exact, 6-7, dans les carburants pétroliers. Donc aujourd'hui, quand vous achetez un carburant pétrolier, en fait, il y a quelques pourcents de biocarburants dedans. Alors, il y avait une autre question. Ça, c'est en MTEP. C'est pas marqué? Ah, je suis désolé. C'est des millions de tonnes équivalent pétrole. Oui. Le biogaz, c'est un gaz qui est fait avec de la fermentation de matières végétales ou de résidus animaux, typiquement des déjections, la graisse dont on ne veut pas après abattage des animaux, on fait des trucs comme ça. Voilà, et après qu'on traite, ça a plusieurs utilisations. La principale d'entre elles, aujourd'hui en France et encore plus en Allemagne, c'est de faire de l'électricité. Donc en fait, c'est une petite centrale à gaz, sauf que le gaz est d'origine végétale. Vous pouvez également vous en servir pour le liquéfier et faire avancer des engins de transport qui roulent au gaz naturel liquéfié, GNL. Et ce gaz naturel, vous pouvez le remplacer par du biogaz. Vous pouvez également l'injecter dans le réseau de gaz. Et à ce moment, vous l'utilisez comme du gaz pour du chauffage ou voilà. Oui. Ah, bonne question. On verra ça dans le bilan carbone des biocarburants tout à l'heure. Bien sûr, ça compte. Si vous avez un biocarburant qui est issu de surfaces qui ont été soit déforestés pour l'occasion, soit qui étaient anciennement consacrés à des cultures alimentaires, mais du coup avec une pression qui se reporte sur de la déforestation, c'est pire que si vous utilisez du pétrole, en gros. Oui. Non, pardon. Tidal, c'est l'énergie des vagues. C'est wave and tidal. C'est non, c'est pas. Non. Je pense que c'est l'énergie des marées. Mais l'énergie des marées, je crois que vous avez 3 centrales marémotrices au monde. On en a une dans la Rance, il y en a une au Canada, dans la baie d'Hudson, si ma mémoire est bonne. Et puis je me demande s'il n'y en a pas une 3e quelque part et ça doit s'arrêter là. Non, c'est vraiment marée. Les vagues, ça n'existe même pas dans ce tableau. Je vous ai dit une bêtise.